Donc oui, Territorial Grand Poitiers, c'est une initiative donc, qui vise, vous avez compris, à faire de la médiation scientifique autour des questions territoriales. Donc quand on s'est lancé dans cette aventure il y a plusieurs mois, on a réuni beaucoup de personnes qui s'intéressaient ou qui travaillaient sur les questions territoriales. Et puis on a essayé donc de réfléchir à quelque chose d'innovant. Donc quand on s'est lancé dans cette aventure, on s'est lancé 3 défis en fait. Le premier défi, c'est faire de la médiation scientifique autour des territoires. Alors les territoires, vous savez, c'est une matière molle. Hein. C'est pas très facile de partir d'un socle commun pour discuter avec les gens sur cette notion. Donc c'est un défi, ça c'est clair. Deuxième défi, c'est de changer de posture pour le chercheur. C'est-à-dire que certes, il faut faire de la médiation scientifique d'une manière classique, hein, c'est-à-dire développer un discours argumentatif, informatif autour d'une question scientifique et puis donc faire passer des connaissances, hein, c'est ça la médiation, avec éventuellement donc à l'issue de cette session un échange avec l'auditoire. Donc nous on a voulu sortir de cette méthode. Et puis troisième défi que nous nous sommes lancés, c'est utiliser des sources de médiation scientifique un peu différentes, des pratiques de médiation scientifique. Je dis un peu différentes, en fait c'est très très différente, vous allez le voir. Donc je reviens brièvement sur ces 3 défis et puis je laisse la parole à mes petits camarades. Premier défi, faire de la médiation scientifique sur les territoires. Je disais c'est une matière molle, c'est-à-dire que effectivement c'est très difficile au départ d'amener l'ensemble du public, l'ensemble des personnes réunies à entrer dans cette logique de territoire avec les mêmes références, les mêmes représentations, les mêmes schémas. Et pourtant, le territoire aujourd'hui, c'est absolument classique. Enfin, c'est classique et absolument nécessaire de revenir sur cette notion parce que les enjeux démocratiques sont évidemment considérables. La ségrégation sociale a un versant territorial, ça s'appelle la ségrégation socio-spatiale. Les questions de transition écologique, le territoire est central. Les questions, évidemment, de gouvernance, les questions institutionnelles, les questions d'expression de la démocratie, les questions d'invention de nouveaux modèles de développement économique, etc. Bon, le territoire est central. Donc c'est une vraie question. C'est une vraie question à partir de laquelle, d'ailleurs, on peut revenir sur le malaise démocratique. Donc c'est aussi un enjeu que de faire en sorte que les gens s'approprient un certain nombre de questionnements, révèlent aussi leurs besoins, leurs représentations, pour qu'on essaye de refaire du lien avec une volonté d'expression démocratique. Ça, c'est un peu le soubassement. Alors, on est très modeste dans cette direction, mais c'est évidemment un objectif. Donc, le deuxième défi, c'était donc de changer la posture du chercheur. Donc, bon, le tsunami qui emporte la sphère politique, le tsunami de la défiance, on pourrait dire ça comme ça, qui emporte une grande partie de la sphère politique, elle emporte aussi les experts. Hein. Les conseillers du prince sont embarqués aussi dans ce grand balayage. Hein. Et donc, d'où ça vient, hein. Donc ça vient sans doute du fait que quand on se positionne toujours comme conseiller du prince et expert ayant à délivrer un certain nombre de messages, eh bien on n'est plus audible dans le paysage pour tout un tas de raisons. Donc notre volonté, c'était de changer complètement de posture et d'aller, donc de changer de terrain, de faire un pas de côté et puis d'aller au-devant des populations en souhaitant simplement un échange et ensuite en apportant quelques éléments de réflexion, des éléments scientifiques que l'on pense valables aujourd'hui, et c'est dans cet échange que l'on construit, et aussi faire remonter des interrogations, des représentations et des publics pour nourrir la recherche, parce qu'on n'est pas sûr du tout de chercher aussi dans la bonne direction en matière de sciences sociales et de sciences économiques. Et puis, le troisième défi, donc, c'est de faire de la médiation un peu autrement. Donc on a essayé de mobiliser des choses qui sont utilisées aujourd'hui, mais on a essayé de l'expérimenter sur la base de cette problématique territoriale. Donc on a tourné une petite vidéo en faisant témoigner les gens de la rue sur leur représentation du territoire et puis les questions qui se posent sur le territoire où ils vivent.
Et du coup, quand on intervient avec ça, on tend une sorte de miroir en disant, ben voilà, il y a des gens qui vous ressemblent, des gens comme vous, qui ont réfléchi sur ce que c'est que le territoire, et voilà leur témoignage. Donc c'est une petite vidéo de 15 minutes, mais qui permet une sorte d'acculturation par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire un scientifique qui débarque et qui dit ben voilà, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un territoire, comment ça fonctionne aujourd'hui, quels sont les défis, quelles sont les problématiques. Là, on pose les choses avec déjà un premier cadre de raisonnement. Je vous disais, c'est une matière molle, on ne sait jamais par quoi entrer pour parler du territoire. Ben là, les gens, ils donnent déjà des messages et des signaux en disant ben moi, c'est mon territoire vécu, moi, c'est mon territoire de référence pour aller travailler, moi, c'est le déplacement qui me pose problème, etc. Donc déjà, on a cerné un certain nombre de choses sur lesquelles on va pouvoir échanger. Bon, ce qu'on utilise aussi, c'est des ateliers participatifs où finalement on essaye d'enclencher quelque chose qui est très important par rapport à la médiation scientifique autour de territoires, c'est le passage de la représentation individuelle du territoire vécu, de l'usage personnel que l'on fait du territoire, à l'aspect collectif où on voit des tendances, où on voit des usages qui peuvent avoir éventuellement des effets nocifs. Je parle des déplacements, je parle des problèmes de pollution, etc. Et donc, un enjeu démocratique essentiel, j'y reviens sur cette question-là, c'est effectivement d'amener la discussion, non plus sur la perception personnelle de ce que l'on fait, mais sur les enjeux collectifs et les mouvements collectifs qui traversent ces territoires. Donc, à travers nos petits ateliers, on passe de l'individuel, c'est-à-dire chacun s'exprime sur ce qu'il fait, et donc on l'amène de manière très, très soft, et on passe donc ensuite à une sorte de représentation collective de ce qui s'est passé. Donc on va vous expliquer un peu ce que l'on fait dans ces ateliers. Et puis on a tenté une expérience, donc on a une représentante de la tentative à travers une expérience théâtrale. À travers une expérience théâtrale donc, où l'on traite cette question territoriale. Alors, le théâtre, c'est pas l'amphithéâtre. Hein. Le théâtre, c'est pas l'amphithéâtre. Donc déjà, c'est l'histoire de dire, justement, on n'est pas dans cette position, quelqu'un qui parle et puis un nombre public qui écoute. Le théâtre, c'est le contraire de l'amphithéâtre ici, ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire une expérience d'immersion avec cette notion de représentation. Et alors, donc, on a tâtonné, on a sans doute fait quelques erreurs, mais quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé qui relève sans doute d'une sorte de transformation politique du message scientifique. C'est-à-dire que les comédiens, enfin c'est mon interprétation, les comédiens ont dû essayer de comprendre ce qu'était la recherche scientifique autour des territoires, et puis ils se le sont appropriés pour le représenter à leur méthode, et ça a transformé complètement le message scientifique en une sorte, à mon avis, de message politique, c'est-à-dire porté au débat pour l'ensemble des participants. Une sorte de représentation qui incite à réagir. Donc l'expérience était vraiment intéressante. Il faut voir comment on continue à la faire vivre. Il y a sans doute beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Et donc, je pense que pour conclure, tout l'enjeu, finalement, c'est d'essayer de développer quelque chose qui est un peu différent de ce qui se pratique habituellement par rapport à la culture scientifique. C'est-à-dire que, et je pense que ça, il faut le garder, faire de la science, réfléchir sur la science, ça devient vite une activité culturelle. Et donc, c'est ce qui se pratique ici, c'est clair. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est plus à travers de la vidéo, à travers des ateliers, à travers du théâtre, développer une pratique culturelle à l'intérieur de laquelle on réfléchit sur la science. Donc ça existe déjà, hein. Il y a plein de pièces de théâtre qui ont un fond ou des résonances scientifiques. Ça existe. Il y a des scientifiques de très haut vol au Collège de France ou ailleurs qui participent à l'élaboration de pièces de théâtre, hein, et donc qui font passer de la culture scientifique à cette occasion. Mais donc c'est pas nouveau, mais ce qu'on essaye de faire ici, donc c'est sur un sujet qui n'est pas de la science dure, hein, comme on dit pour aller vite, c'est de la science sociale, et donc à un niveau qui permet d'aller dans les territoires pour animer des choses, donc même sur donc, des territoires qui n'ont pas l'habitude de ce contact avec la culture scientifique. Donc voilà un peu le projet. Donc vous voyez que c'est extrêmement ambitieux. On essaye
secoué tout un ensemble de méthodes, de pratiques, mais c'était vraiment passionnant. On a, comme je l'ai dit, fait des erreurs. On a voulu être beaucoup trop ambitieux quant à la définition de certains concepts, quant à l'exposé d'un certain nombre de méthodes et de pratiques des scientifiques qui peuvent être un peu lassantes ou un peu ardues. Donc il fallait caler tout ça. Mais notre dernière tentative à Dissay a été extrêmement encourageante et je pense qu'on a de quoi construire quelque chose de nouveau autour de cela. Donc je vais laisser mes petits collègues expliquer ce qu'ils ont fait. Je vais me mettre devant aussi, ça va être plus sympa. Moi, alors Pascal a dit la moitié des choses que je voulais dire, donc ça va aller plus vite. Mais en fait, je voulais revenir sur, puisque c'est vrai que Pascal a mis en évidence là où on voulait aller, changer les méthodes, etc. Mais en fait, au tout début, quand on s'est réunis pour construire le projet, on n'était pas vraiment parti sur ça. Comme il dit, on a été ambitieux, mais au début, on a fonctionné un peu comme des chercheurs, comme on a l'habitude de fonctionner. On a écrit un protocole, un peu de recherche, on va étudier ça, on va analyser les dynamiques territoriales avec telle méthode, telle... Et en fait, on était encore dans ce qu'on sait faire et ce pourquoi les chercheurs sont aussi payés et évalués. C'est-à-dire faire de la recherche, alors certes, recherche-action, mais c'était le départ. Puis on s'est dit, on va réunir quand même... des chercheurs de la Fédération de recherche territoire de l'Université de Poitiers, une fois par mois, et puis ces réunions-là vont permettre de définir des modes d'action, des travaux collaboratifs, on va tous travailler ensemble, ça va être génial. En fait, ça n'a pas du tout pris comme ça. On s'est aperçu d'une chose, c'est que le territoire et toutes les disciplines font qu'on a des sujets qui sont très vastes, et c'était difficile de trouver des points communs. Et petit aparté, les chercheurs sont évalués aujourd'hui, alors certes sur leur enseignement, ils ont un enseignement à réaliser, mais ils ont des articles à publier. On est dans l'évaluation à l'article. Alors certes, la médiation scientifique, normalement, fait partie on va dire des actions de la recherche et des chercheurs, mais finalement, il n'y a aucune évaluation qui valorise ce type d'action. Donc très difficile de mobiliser finalement des collègues sur de nouvelles pratiques. Et ça, on s'en est rendu compte assez vite. On est arrivé au point commun au départ qui a quand même donné toute la ligne de ce qu'on a fait sur l'année, qui a été que tout le monde se disait, bon, faut travailler, c'est quoi le territoire, les représentations des territoires. Et tout ce qu'on a fait ensuite a découlé de cette notion de représentation. Mais, comme l'a dit Pascal, on a été ambitieux puisqu'on s'est dit quelle recherche on pourrait, sur le territoire de Grand Poitiers, faire la recherche, faire la médiation, la diffuser, etc., faire les outils. Et en fait, on s'est rendu compte que faire l'ensemble du process était compliqué. Alors, on l'a fait en partie, puisqu'il y a une stagiaire qui a travaillé avec nous sur un diagnostic socio-économique sectoriel, donc un truc d'économiste, en début d'année. Ça nous a servi pour construire des outils. Mais finalement, on s'est aussi rendu compte qu'à partir de ce travail-là, qui a été dantesque, finalement, c'était un travail énorme par rapport le printemps des territoires, c'était la première action de médiation. C'était en mars, on a commencé vraiment à travailler en janvier. Donc de janvier à mars, il a fallu produire les données et les outils et les résultats. Donc ça a été assez dense et on s'est dit maintenant, ok, on a ça, donc on le garde. Mais à partir de mars, on s'est dit on va construire autrement. On va plus construire en se disant, bon, quels outils on crée à partir de tout ce qu'on a déjà, mais des outils à vocation de médiation. Et c'est les outils que Pascal a cités. Donc, il y a eu la vidéo, il y a les ateliers Carto dont Mathieu va vous parler, il y a le théâtre dont Marion va vous parler. Il y a, moi, j'avais fait un petit quiz, pareil. Alors là, c'était rigolo parce que j'avais fait un quiz sur les données économiques, les idées reçues de Grand Poitiers, en me disant, bon, allez, je mets quelques données chiffrées pour que les gens se positionnent sur ce qu'ils connaissent du territoire. Et en fait, on s'est rendu compte que en fait, nous, on est dans notre bulle de chercheurs, d'économistes, et que même le moindre pourcentage, comprendre un pourcentage ou un taux de croissance, la plupart des gens ne le savent plus. Ils l'ont su à l'école, mais ne l'utilisent plus, ne le savent pas. Ils ne savent pas de quoi on parle. Et du coup, ça a été très... moi, ça m'a renvoyé quelque chose, en tout cas personnellement, de OK, il faut qu'on fasse plus soft, plus light. Et en fait, c'est toujours notre difficulté aussi de se dire, bon, comment
comment nous on fait passer un message. Alors on peut faire des confs sur des sujets super intéressants, etc. Mais en fait on s'est dit, en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai noté aller vers et faire avec. En fait, alors vous c'est vraiment une utilité sociale, nous c'est plus sur les dernières actions de médiation qu'on a faites, on s'est dit ça, on va aller vers et on va faire avec, sans se le formaliser, mais après coup c'était ça. Et c'était de se dire, bon bah, plutôt que d'arriver avec les éléments, on va faire jouer les gens sur leurs pratiques, on va regarder ce qu'il en ressort, et nous on apporte des éclairages ponctuels à partir de ce qu'on sait, à la fois par alors, de la donnée en économie ou même des concepts, et on éclaire des pratiques. Donc on est vraiment arrivé à ce postulat-là, qui est complètement inverse du postulat qu'on avait de départ, de dire on fait un travail de recherche, on sort les données principales, on fait de la médiation. En fait, on ne savait pas ce que c'était vraiment aussi non plus d'autres formes de médiation que de faire de la conf. Donc ça a été très intéressant. Du coup, on a mobilisé la compagnie de théâtre aussi, en se disant bon, le théâtre, ça peut être, comme le disait Pascal, un moyen de faire participer les gens. On a Isabelle Coirier qui interviendra tout à l'heure, qui, depuis quelques années, avec deux amis à elle, je peux dire amis ou collègues, enfin peu importe, les deux, avait imaginé un jeu qui s'appelait Urbanistois. Donc l'idée, c'est de mettre autour de la table des gens, n'importe qui puisse jouer sur un jeu de développement d'un territoire, tout simplement. Donc là, pareil, on creuse ces pistes-là en ce moment. Et puis, on est sur une offre, comme on disait, de médiation scientifique. On a tout un panel d'outils. Ces outils, on les teste en permanence. Et puis, ces outils, il faut les concevoir. Et pour les concevoir, c'est encore une fois ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une grande difficulté, c'est que... alors, pour être totalement transparent, moi je suis missionné par l'Espace Mendes France pour travailler sur ce projet-là, donc je suis payé pour faire ça. Par exemple, Pascal, il est doyen de la faculté de sciences économiques, il a beaucoup de travail comme vous l'imaginez. On organise une soirée à Dissay la semaine dernière, de 20h à quelle heure 23h, tu es rentré chez toi, il devait être presque minuit. C'est bénévole, ça apparaît nulle part. Difficulté de mobiliser des chercheurs sur des nouveaux outils, des nouveaux formats pour faire du bénévolat. En fait, on fait du bénévolat. Mais quelqu'un qui est en activité, qui a des postes à responsabilité, etc., de faire du bénévolat, c'est compliqué. Donc là, il y a une vraie question, c'est qui paye finalement la médiation scientifique aussi. Enfin, derrière, moi, c'est des questions que je me pose. Je me dis, il y a un vrai enjeu sur ça. Si on veut faire des outils innovants, avoir des méthodes innovantes, il faut donner des moyens, du temps. Faire une conf, pour nous, c'est pas si difficile. Une conf, on a l'habitude, on a tout en stock. Donc, on vient, ça nous prend un peu de temps, mais là, développer des outils, y réfléchir, etc., s'organiser, se voir, etc., c'est un vrai travail de coordination et qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Donc, ça pose une autre question de ce point de vue-là. Après, moi, il y a des pistes aussi qui, malgré qu'on essaye d'être innovant, on se confronte à la difficulté de toucher les publics qu'on souhaiterait toucher. À Dissay, le format était bien, mais on a touché alors j'ai rien contre les quinquagénaires ni les sexagénaires, mais on a touché des gens de cette tranche d'âge-là en majorité. Alors il y avait deux jeunes femmes, c'était très bien d'ailleurs qu'elles soient là, puisque ça apportait un peu un regard différent. Mais voilà, on touche ce type de public. On a touché beaucoup de gens qui sont élus. Alors d'ailleurs, c'est un petit aparté aussi, j'en profite. À Dissay, on a eu les élus de Dissay. Quand on a fait le Printemps des territoires à Poitiers, aucun élu de Poitiers n'est venu. Donc c'était aussi intéressant de le constater. Mais voilà, nous, ce qu'on aimerait, par exemple, c'est quand je vous entendais parler des quartiers, des relations de ce que vous organisez, médiation, sport, entreprise, etc. C'est ces gens-là aussi qu'on voudrait toucher à Poitiers. Et en fait, même en passant par des maisons de quartier traditionnelles, etc., c'est difficile, c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent. Et donc, on se pose la question de comment vraiment aller vers la population sur ces sujets-là. Est-ce qu'il faut mettre un stand sur un marché ? Est-ce qu'il faut faire, je sais pas moi, des spectacles de rue ou des choses qui sont... Voilà, il y a plein de choses à imaginer. Encore une fois, ça demande toujours du temps, de l'innovation, du travail sur ça. Et voilà, c'est des pratiques à poursuivre, je pense. Je pense que moi, j'ai à peu près fait le tour. Si, juste un petit retour. Parmi tous les outils qu'on a mis en place,
puisqu'on a entendu des uns et des autres sur ceux qui ont bien voulu dire objectivement ce qu'ils pensaient des outils et pas nous caresser dans le sens du poil. Pour le quiz, ça a été que c'était trop technique, trop dur au niveau des chiffres, parfois un peu long. Mais que les gens avaient appris des choses, il y a quand même du positif. Sur la carto, ça a bien marché, mais là je laisserai Mathieu en parler. Pareil pour le théâtre, je laisserai Marion en parler. Ce qui a été intéressant, c'est que notamment sur... alors, on a fait une exposition, pareil, l'expo, on a essayé d'alléger du coup, mais en fait, les gens nous ont dit il y a trop de chiffres, c'est compliqué, on ne comprend pas tout. Bon. Donc là, on s'est encore un peu raté. Mais bon, c'est dur de parler d'économie sans parler de chiffres, à un moment donné. Et puis, ce qui était intéressant, c'est la vidéo. Là, la vidéo, les gens qui l'ont vue ont dit « Ah, ça, c'est la vraie vie ». Donc là, voilà, en fait, presque l'action de médiation qu'on a faite, finalement, la vidéo, dans sa conception, après coup, j'y repense, dans sa conception, était une forme de médiation. Pas le fait de la diffuser, mais le fait de la faire. Puisque les gens qu'on a été rencontrés, c'est des gens qui ne seraient pas venus ici. Donc ils nous ont parlé de leur vie, de leur quotidien. Donc voilà, donc c'était intéressant puisque ça a été reconnu parmi les gens qui ont vu cette vidéo. Eux-mêmes ont dit « Ah, ça, c'est la vraie vie ». Donc on était au juste en fait en faisant ces petits films sur le territoire. Je laisse la parole à Mathieu maintenant. Bonjour tout le monde, donc je suis Mathieu Ly, je suis cartographe à l'Université de Poitiers pour le département de géographie et pour la Fédération de recherche territoire. Alors juste quelque chose, si je vous dis cartographie, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Michelin, les cartes Michelin, l'IGN, c'est tout? Il y a juste les souvenirs de vacances, les mobilités saisonnières? Le maillage, d'accord. Des strates, d'accord, différents acteurs. Ok. Donc, je vais vous parler de cartographie. Alors, ça sera peut-être pas forcément la cartographie auquel vous alliez penser. Alors, juste 2-3 petits rappels pour être clair sur la cartographie. La carto, ça sert à plusieurs choses et principalement à apprendre. Donc se repérer, se localiser, etc., comprendre les territoires, échanger les informations, échanger des points de vue, et puis décider. Il faut le dire clairement, c'est un outil décisionnel par rapport à des systèmes d'infogéographique qui, eux, sont des outils d'aide à la décision, mais qui ne sont pas des outils décisionnels en tant que tels. Ce qu'on appelle des SIG aujourd'hui, qui répondent globalement à ce qu'on appelle la règle des 5 A. Ah, c'est une règle comme ça, il ne faut pas savoir. Enfin, c'est édicté, ça existe, c'est comme ça, c'est abstraire, acquérir, archiver, analyser, afficher, c'est un truc un peu d'informaticien, de géographe, enfin bref, peu importe. Mais ça, c'est les SIG, ce qui est assez différent de la cartographie. Et juste un autre rappel, parce qu'on est à Espace Mauvaise France, la cartographie, c'est pas un domaine, mais c'est un univers finalement qui se compose de plusieurs composantes. Il y a la composante scientifique, il y a la composante plutôt artistique, et puis il y a les techniques. Souvent on se dit la cartographie, c'est dessiner des cartes, dessiner les tracés qui vont nous emmener de Paris à la Riviera tous les étés. Ou alors la géographie, c'est un outil du géographe, mais pas uniquement. En fait, la cartographie, c'est quelque chose qui se mêle un peu à ces univers-là, et tout ça, c'est la géométrie variable. Donc là, je vous ai mis 2-3 petites illustrations dans les coins. Si ça vous intéresse, vous irez voir des cartes marines et les atlas de cartes marines du 16e, notamment sur le Poitou. Juste pour montrer que finalement, à toutes les époques, sur toutes les cartes que l'on peut trouver, on a un aspect scientifique, un aspect artistique et un autre beaucoup plus technique. Vous ferez le petit exercice la prochaine fois que vous consulterez une carte. Bon, peu importe. Dans le cadre du projet territorial Grand Poitiers, on a utilisé la carte à différents degrés, sous différentes formes, à la fois sous des formes un peu classiques,
Donc ce que vous avez ici, ce qui est finalement assez descendant, c'est-à-dire qu'on a des informations, on a des données, on les publie de manière soit dynamique, interactive, soit un peu figée, ce qu'on appelle un peu les cartes mortes. Une fois qu'elles sont éditées, elles sont mortes. Parce qu'on ne les met plus à jour. Voilà, c'est ce qu'on appelle carte morte dans le langage de la cartographie. Alors qu'ici, c'est un peu vivant. On peut cliquer dessus, on peut naviguer, etc. On peut avoir des visites, peu importe. Et puis, on va avoir différents types de publics. Et puis, ça, c'est la partie un peu plus, descendant, langage descendant, des experts, des scientifiques. Et puis, on a eu aussi donc, deux aspects un peu plus dynamiques et, sensible de la cartographie, qu'on n'aborde pas forcément très souvent. Donc à la fois de la cartographie dans un atelier, qui est atelier Je cartographie mon territoire mobile, et puis plus récemment, on en parlait, donc l'atelier mobilité dans l'espace des habitants. Le premier est plutôt une réalisation de cartes mentales ou de cartes manuelles guidées, je préfère l'appeler comme ça, et puis le deuxième était plutôt un atelier de spatialisation physique. Bon, c'est un terme assez basique, mais je me suis mis d'accord avec un collègue de psycho hier après-midi sur ce terme-là, un collègue de bureau en géo. Bref, pour dire qu'on peut changer d'idée en permanence. Et à chaque fois, vous voyez qu'évidemment, on a des processus qui sont très différents, des données que l'on va souvent mobiliser, analyser, etc., et qu'on va donner, et d'autres que l'on va aller chercher auprès des participants. Donc là, c'est deux démarches totalement différentes, à la fois du descendant, puis on va dire plutôt de la cartographie, dans lequel nous, on s'insère plutôt comme des animateurs ou des accompagnants du public. Et après, on a beaucoup de publics, ou très peu, donc par exemple des cartes internet, sur Internet du web mapping, ou ce qu'on appelle du story mapping. On peut avoir beaucoup de visiteurs, mais on ne sait pas s'ils restent très longtemps et ce qu'ils en tirent finalement de la cartographie. Alors que sur les cartes plutôt sensibles, pour ne pas dire mentales, on va avoir très peu de participants, mais qui sont vraiment imprégnés de la thématique et qui en demandent beaucoup en retour. Donc là, c'est quelque chose qu'on va détailler. Donc là, par exemple, c'est les cartes interactives ou le story mapping. Donc finalement, ce qu'on appelle du story mapping, je vous le fais vraiment en 2 petites secondes. Voilà, on va avoir une interface sur le site de la Fédération Territoire, donc là je fais un peu de promo au passage, dans lequel on va avoir par exemple du story mapping. Donc le story mapping, c'est avoir une interface dans laquelle il y a de la carte, mais il y a aussi du récit, des tableaux, des graphiques, des méthodes qui sont expliquées. On ne va pas seulement avoir juste des données, là on a de la méthode, mais on va avoir vraiment de l'analyse et quelque chose de plus précis et de plus recherché, un peu plus fouillé que ce qu'on trouve très souvent sur Internet, c'est-à-dire des plateformes de téléchargement de données, des plateformes nationales, régionales, des observatoires, où en fait on croule sous des dizaines ou des téraoctets d'informations devant lesquelles les utilisateurs sont souvent un peu noyés. Là, on est plutôt dans de l'accompagnement, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est du story mapping. Ensuite, on a utilisé ces mêmes cartes sur l'expo dont vous a parlé Étienne, et puis sur des flyers. Donc là, c'était les cartes entre guillemets mortes. Et puis l'atelier. Alors cet atelier, en quoi il consistait? Alors tout simplement une première phase de dessin, et puis une seconde phase de discussion et d'échange. Alors ça commence comme ça. En fait, on a une grande feuille blanche recto verso sur laquelle on va essayer de représenter en plein milieu d'un espace le domicile, l'habitat, la commune de résidence, le quartier des participants, et dans lequel on va leur demander d'insérer petit à petit, alors on n'a pas tout ça dès le début, mais on a des items qui apparaissent, des lieux qui leur semblent correspondre à des lieux qu'ils fréquentent régulièrement, ou pas. Donc ça va du domicile, les lieux familiaux, etc., les loisirs, les pratiques touristiques, les activités hebdomadaires et puis les espaces professionnels. Est-ce qu'ils ont un lieu de travail principal ou des lieux de travail secondaires, etc. Et puis on va essayer de délimiter aussi un espace ou plutôt un territoire de vie au regard de
tous ces petits items qu'ils ont implantés autour de leur domicile. Territoire de vie qui, pour beaucoup, est multiple, à différentes formes, et peut-être aussi assez vaste et étendu. Et puis après, on leur demande de tracer toutes les mobilités qu'ils ont. C'est bon jusque-là? Et puis, il y a aussi une phase un peu plus, comment dire, de verbatim. Donc, on pose des questions, ça c'est au verso. Présentez votre territoire de vie, tout simplement. C'est quoi votre territoire de vie? Ensuite, comment on définit ces mobilités dans l'espace? Et puis, quels sont vos rêves de mobilité? Donc ça, c'est finalement une carte manuelle guidée qui répond à une des problématiques qu'on avait dans le projet territorial, qui était la question des mobilités, à laquelle on ajoute les représentations, finalement. Donc on va avoir des échelles à la fois géographiques, mais aussi temporelles, qui vont ressortir. On va avoir des pratiques, par exemple, très routinières, entre guillemets, qui vont rester vraiment autour du domicile, qui vont des fois être vraiment éclatées dans le territoire, ou qui vont avoir des proximités avec... on va souvent mixer l'habitat, plus je sais pas, des lieux familiaux, plus certains loisirs. Des fois, on va aussi mixer des activités contraintes hebdomadaires avec des proximités avec les lieux de travail. Donc tout ça, c'est assez logique, c'est ce qu'on trouve très souvent. C'est-à-dire qu'on rentre chez soi, on passe par la boulangerie, on passe par la poste, enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est les choses qui ressortent beaucoup. Donc on va avoir plein de logiques qui vont ressortir et plein de territoires de vie. C'est ça qui est super intéressant, c'est-à-dire qu'on a des gens qui se projettent au vu de leur tracé dans soit par exemple des territoires très resserrés, avec des identités très fortes sur des communes ou des quartiers, d'autres qui ont des pratiques un peu plus larges de l'espace, qui peuvent aussi avoir des expériences un peu plus lointaines, que ce soit des expériences on va dire résidentielles ou des expériences même saisonnières sur des temps de vacances, etc. Voilà, donc là c'était une étudiante poitevine. Et puis on peut aussi avoir des personnes qui se projettent dans des territoires beaucoup plus vastes. Pas forcément, je veux dire, sur des temps de vacances, etc., mais sur des temps vraiment annuels de travail, c'est-à-dire qu'ils bossent quasiment toutes les semaines sur Paris, sur Bordeaux, etc. Et ils ont aussi beaucoup de mobilité, de loisirs assez vastes. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on retrouve assez souvent. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en retire finalement de 3-4 cartes comme ça, sachant qu'il y avait à peu près 27 participants à Mendes France sur 2 jours. J'ai aussi fait le même atelier sur le festival Printemps des cartes à Montmorillon, donc à peu près une vingtaine de personnes. J'ai pris finalement toutes ces cartes-là et je me suis amusé avec. J'ai fait des petites bases de données. En fait, l'objectif était caché pour les participants, mais pas pour moi. Et je l'ai transformé en fait en base de données SIG, donc ce que vous avez vu tout à l'heure, ce que je confrontais un peu avec la cartographie au début. Et finalement, ce qu'on trouve avec les données qu'on traite, c'est que on a par exemple des distances moyennes entre le domicile et le lieu de travail qui est de 9 km. Ça, c'est les traits en bleu foncé. Alors 9 km, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Et par contre, j'ai vu quelque chose il n'y a pas longtemps. C'était une étude qui est sortie en septembre, qui a été commandée par Région de France, Transdev, et qui a été réalisée par Ipsos, une étude d'opinion sur les mobilités avec à peu près 10 000 personnes qui ont répondu. Et on avait, je crois, sur la distance temps-travail, voilà, moi j'étais, hop, non, ça c'est la slide d'après ou d'avant. On était sur un temps estimé de 35 minutes entre le domicile et le lieu de travail principal. Donc ça, c'est une étude d'opinion. Et ça, c'est, entre guillemets, du déclaratif de participants. Alors, on a d'autres items, évidemment. Je me suis amusé à trier tout ça. Donc là, on ne voit pas très bien, mais on a Poitiers qui est vraiment ici, et puis toute sa périphérie. Donc là, c'est sur la distance moyenne entre le lieu de domicile et les lieux d'activité hebdomadaires contraintes.
Donc pourquoi j'ai posé cette question-là? Parce qu'en fait, on ne le retrouve pas dans les stats INSEE. Étienne, tu me contrediras si... les activités hebdomadaires contraintes. Ce n'est pas du tout pris en compte dans les études sur les mobilités, alors que finalement, c'est quelque chose d'assez important. Et oui, faire ses courses, remplir son frigo, c'est parfois utile. Aller prendre un rendez-vous médical, aller à la poste, passer par une pharmacie, etc. C'est des choses dont on ne peut pas se passer. Même les mobilités domicile-travail qui sont recensées par l'INSEE, elles font comme si on avait tous les jours la même mobilité. Et on est dans des modes de travail assez éclatés où des gens peuvent un jour travailler de chez eux, le lendemain aller avoir un rendez-vous, prendre le bus, prendre la voiture, y aller à pied. Et du coup, ça apparaît pas du tout. Hein. Donc, faut toujours faire attention aussi au stade, quoi. Donc, si on prend par exemple ces 7 km, on peut les comparer à un temps moyen qui a été calculé donc, dans l'étude Ipsos, qui est par exemple de 19 minutes pour aller faire des courses alimentaires, de 17 minutes pour aller prendre un rendez-vous chez le généraliste, 13 pour aller à la poste, etc. etc. Donc ça corrobore un peu les distances qu'on a en fonction des types de modalités de transport. Et puis après, on a aussi les activités de loisirs. Alors ça, c'est assez compliqué à trouver dans les stats. On ne l'a pas du tout au niveau de l'INSEE. Là, on a par exemple 15 km, donc c'est beaucoup plus long que d'aller juste faire les courses. Ce qu'on a dans les loisirs, c'est tout ce qui n'est pas, par exemple, activité de tourisme, tout ce qui n'est pas contraint, et tout ce qui n'est pas aller chercher ses enfants, par exemple, au club de sport, parce que ça, c'est contraint pour moi. Et là, c'est plutôt ces activités de loisirs, donc se faire plaisir, entre guillemets. On va beaucoup plus loin pour se faire plaisir. En tout cas, c'est ce que m'ont répondu les personnes participant à l'atelier. Alors, point positif, beaucoup d'échanges en atelier avec les participants, énormément de demandes de retour, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'ont répondu les autres participants. C'est-à-dire qu'on veut savoir ce qu'ont fait les autres, on veut savoir ce que ça donne. Et puis aussi une envie d'apprendre sur les pratiques géographiques de soi et des autres. Globalement, comment on consomme le territoire et qu'est-ce qu'on fait dans les flux. Et puis après, évidemment, il y a certaines limites, c'est-à-dire qu'un atelier comme ça prend du temps, c'est assez chronophage. C'est à peu près 1h à 1h30 environ. Faut des moyens humains. Et puis, on se pose toujours la question, comment atteindre un public plus large que des personnes déjà intéressées, curieuses, et qui ont déjà travaillé sur ces thématiques, ou alors qui sont en charge de ces thématiques, par exemple, dans des collectivités. Et puis, comme vous avez pu le voir, quelle est la représentativité des données pour un usage de recherche? Est-ce qu'on peut les utiliser par la suite ou pas? Sur des échantillons aussi faibles, c'est pas forcément évident. Et puis, juste en transition, je vous montre 2-3 petites images de l'atelier de spatialisation physique que l'on a fait à Dissay. Donc, ce qu'on a fait, tout simplement, c'était de positionner dans un grand carré comme ça, qui devait faire une douzaine de mètres de côté, la commune de Dissay. Et on a posé des questions assez graduelles sur les habitudes des personnes qui étaient là, et puis sur leur mobilité, sur du temps long déjà, sur les mobilités résidentielles, d'où ils venaient, où ils étaient rentrés dans la vie active, quelles étaient leurs régions de cœur, par exemple, donc pour travailler sur l'attachement spatial des personnes. Et puis après, on a essayé de voir si ça avait peut-être un impact sur leur mobilité quotidienne. Donc on leur demandait, au tout début du jeu, de prendre une petite vignette sur le secteur d'activité dans lequel ils ont travaillé ou dans lequel ils travaillent actuellement, et puis la modalité de transport qu'ils utilisent ou qu'ils ont utilisé pour se rendre à leur travail. Et donc on leur a demandé de positionner tout ça dans l'espace. Donc là, ça a permis à la fois un peu de désinhiber un peu les participants, de se dire on va participer à quelque chose dans un espace qui est à la fois existant, mais qui est un peu du réel, mais qui n'est pas vraiment du réel. Donc on a eu des participants qui ont positionné tout ça.
Et ce qui était intéressant, c'est que finalement, les résultats qu'on a eu par exemple sur Poitiers, sur toutes les personnes qui étaient sur Poitiers, donc on avait à peu près 25-28 participants, je crois que c'était assez représentatif des statistiques qu'on avait apportées sur les mobilités, donc les secteurs d'emploi. Donc ça matchait un peu alors qu'on n'avait pas du tout prévu, organisé la chose comme ça. L'échantillon n'était pas du tout représentatif, mais les résultats correspondaient à ce qu'on avait trouvé. Donc ce qui est intéressant dans ce type d'atelier, c'est que finalement, on casse un peu les codes de la cartographie, on casse aussi un peu les codes finalement de la fête de la science ou de la science, comme on l'entend, au sens sciences humaines. On a souvent des conférenciers qui vont parler d'un thème, mais plutôt sous forme magistrale. Et là, on a un peu interrogé les gens sur leurs pratiques. Voilà, donc ça, c'est des pratiques qui se font beaucoup, je crois, dans l'animation locale ou territoriale, sur des groupes de travail, mais qu'on utilise assez peu en sciences humaines. Et ça permet de faire un lien après sur ce qui se fera dans le domaine du ludique avec Isabelle sur le jeu Urban Histoire. Voilà, et je vais passer la parole à Marion. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Marion Delville, je représente la compagnie Il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon, qui est une compagnie, oui le titre est long, mais ça vaut le coup parce que c'est difficile à rentrer dans un dossier, on aime bien. C'est une compagnie professionnelle qui est basée à Poitiers et qui pratique principalement de l'improvisation théâtrale. On a été sollicité pour ce projet dans la question de la médiation, vraiment d'apporter le vivant quelque part, parce que nous, dans nos convictions, dans les valeurs qu'on porte, c'est qu'on trouve que les informations, on pratique beaucoup la restitution par exemple avec des collectivités ou des entreprises, voilà, c'est des choses qu'on est amené à faire très régulièrement et les messages ils passent bien quand il y a de l'émotion et les comédiens ils font ça, c'est des vecteurs d'émotion. Donc on a travaillé en amont avec l'équipe et c'est une réalité qu'il va falloir affiner tout ça. Mais en tout cas, sur tout ce qui nous a été transmis, on a essayé vraiment par rapport à tous les documents, les conversations qu'on a eues avec les équipes, on a vraiment essayé de comprendre. Bon, tout n'était pas forcément à notre portée. On a essayé également d'amener ça dans la vie. Comment nous on pouvait le transposer sur quelque chose qui nous semblait réel en tout cas, pour pouvoir le transposer ensuite sur scène en y amenant du décalage. C'est-à-dire que nous quand on porte des choses sur scène, on ne va pas forcément porter quelque chose d'ultra quotidien, on essaye tout en restant sur la question du message et de ne pas le dénaturer et d'éponger ça et de le retranscrire à notre manière, avec notre innocence à nous. On essaye quand même de l'amener dans une dimension un peu plus exceptionnelle parce que c'est du théâtre. Donc ça sort un peu du quotidien, mais on part de ces problématiques-là. Il y a eu deux formes. Il y a eu une forme restitutive, c'est-à-dire qu'en fonction de tout ce qui s'est déroulé sur la journée, où là c'était plus des gens du secteur, qui travaillaient dans ce secteur-là, qui participaient, ce n'était pas forcément du grand public. Nous, on a assisté à tout ça, aux discussions, aux chiffres, à tout ce qui a été ressorti en termes de données. On a essayé, nous, d'en faire la restitution d'une manière ludique, d'apporter vraiment une virgule à la fin, assez innocente par rapport à notre regard sur nos ressentis, notre compréhension, qui parfois était, il faut l'avouer, on a été très honnête là-dessus, mais qui était parfois un petit peu médiocre, il faut dire ce qui est. Mais en tout cas, on a essayé de retranscrire, nous, comment on avait traversé cette journée-là et de le faire d'une manière ludique. Ensuite, on a eu tout un espace de discussion avec les participants. Et on a essayé d'expliquer, nous aussi, quel était notre vecteur et en quoi on est également des chercheurs à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on est sur le plateau, l'improvisation, c'est quand même pas mal à l'image de ce que vous faites vous aussi, c'est qu'on est en recherche également. Donc ça faisait une bonne résonance par rapport à ça. Et ça nous a permis d'avoir vraiment un espace de discussion qui était
extrêmement riche aussi pour nous dans notre pratique de comédien. Ça nous a questionné pour pas mal de choses. La deuxième forme, c'était une forme de débat théâtralisé, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois, ça chalandait des séquences improvisées jouées par les comédiens. Il y avait 4 comédiens, un musicien et quelqu'un à la présentation, c'était moi. L'enjeu pour nous qui était important, c'était d'amener une dimension vraiment de convivialité et d'intimité avec les participants, avec les personnes qui assistaient à tout ça, pour qu'il y ait vraiment l'envie de parler en simplicité, sans se dire je suis expert de quoi que ce soit, sans se dire mon avis ne vaut pas, ou justement de se dire si mon avis j'ai envie de l'exprimer, je peux. Mais en tout cas dans quelque chose d'assez convivial, quoi. On n'a pas mis enfin voilà, même pas les petits plats dans les grands. On a fait ça dans un bon esprit, bon enfant. Donc ça chalandait des scènes qui étaient jouées sur les thématiques et les problématiques liées à la mobilité. Enfin, voilà, on ne va pas reparler de tout ça parce que vous êtes déjà avertis. Et j'assurais ensuite le lien avec les participants en allant carrément dans la salle, leur parler, leur poser des questions. Moi, j'ai passé personnellement un excellent moment. Je sais que les comédiens également, on s'est beaucoup amusé. L'ambiance était vraiment très bonne. Néanmoins, c'est vrai que si on peut se faire un retour là-dessus, c'est que nous, on a eu de la difficulté, je pense, à traiter exactement les problématiques. Parce que porter ça au concret, ça demande, je pense, une démarche un peu supplémentaire. On s'en est parlé ensuite. On a besoin d'un peu plus de travail en amont, c'est sûr, pour affiner tout ça et d'aller vraiment questionner des formes de mise en scène et d'interaction avec les gens. Parce que ça, on a vu que les modes de dialogue, c'était facile à mettre en place. Que les gens, quand ils sont à l'aise et qu'ils ont envie de parler, ils parlent et ils partagent leurs anecdotes et leurs vécus. Et ça, il n'y a aucun problème avec ça. Que nous, plus on nous en donne, plus on en a à jouer et plus l'échange se passe. Mais c'est vrai que pour être complètement dans le concret des problématiques qui ont été traitées, pour nous, ça a été par moments assez difficile. Par exemple, la question de mobilité, vous avez trouvé ça un peu idiot, mais on avait du mal à penser à penser autrement que transport, par exemple. On avait tendance à transposer de manière un peu, de plaquer un peu à l'essentiel. En tout cas dans notre sens, parce qu'il y a la dimension concrète de la vie qui va s'entrechoquer avec des concepts scientifiques, mais qui émanent de la vie également. Donc ça demande, je pense, pour nous, plus d'échanges et d'aller questionner là, parce que pourquoi pas le champ scientifique puisse avoir aussi des idées de mise en scène à nous proposer, parce que nous, on prend les choses. Et après, avec notre expertise, de toute manière, on saura en faire quelque chose, mais je pense que voilà, ça méritait plus d'échanges à ce niveau-là. Si vous avez des choses à me faire dire en plus ou à me dire en retour, parce que je ne sais pas trop quoi dire de plus, voilà l'expérience comme nous l'avons ressentie, je pense. Voilà, je vous remercie. C'était une première, donc comme l'a dit Marion, à un moment donné, on a déjà échangé. L'idée, c'est de voir après dans quelle modalité éventuellement ça peut être reconduit ou pas. Il faut aussi souligner que il y avait 2 jours, donc c'était le mercredi et le samedi. Le mercredi, c'était un temps pour les professionnels et éventuellement les élus. Il y a eu des professionnels, donc c'était la restitution. Par contre, le samedi, c'était le premier jour où il faisait beau de l'année. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, je pense que la grosse difficulté, ça a été plutôt de mobiliser les gens, en fait. Puisque ce qu'ils ont fait, c'était bien. Mais c'est vrai qu'avec peu de gens, enfin, voilà, quoique ça a bien marché, hein, mais voilà, il y a aussi cet enjeu-là, comment faire pour que des gens se déplacent pour des événements comme ça. C'est vrai que le mot territoire, c'est pas hyper sexy non plus. Donc, en tout cas, voilà, c'est des choses qui sont toujours en cours d'amélioration. Et on les remercie d'ailleurs pour leurs interventions. Vous avez des questions peut-être sur ça ? Vous avez évoqué la difficulté pour que le public puisse venir donc à ce que vous présentiez, et notamment vous avez eu une population plus âgée. Mais est-ce que vous avez envisagé, après réflexion, de voir comment saisir aussi l'avis des jeunes qui vont
petit à petit aussi rentrer dans une mobilité. Et puis, donc, est-ce que vous avez envisagé de saisir les établissements scolaires ou des centres sociaux notamment pour avoir cet avis-là qui me semble indispensable pour l'avenir? Alors sur ça, je suis d'accord. Peut-être Céline pourra répondre aussi. Bon, c'est vrai qu'on en avait, on l'avait évoqué au tout début. Je crois une des premières réunions qu'on a fait ensemble, on avait dit qu'il faudrait passer par les écoles, toucher les écoles et faire des choses pour les plus jeunes. On ne le perd pas de vue. C'est vrai qu'on a été en fait, on a fait des choix. Pour dire les choses clairement, il a fallu aller vite, en faire beaucoup vite. Et en fait, quand on veut faire beaucoup vite, on ne fait pas forcément bien. Donc là, l'idée, c'est qu'on se réunisse à nouveau là, pour faire le bilan et donner la ligne qu'on suivra collectivement en 2020 sur cette action territoriale Grand Poitiers. Et c'est contacter les écoles et le jeune public. Et je pense que oui, c'est indispensable. Après, il y a plein de choses à innover. De toute façon, il y a plein de choses potentielles. Il ne faut pas se mettre d'œillère. Tout est possible. Après, c'est comment on le fait, qui le fait, etc. Donc là, c'est une question d'organisation, de financement, etc. C'est pas une question, mais peut-être une remarque et une suggestion, parce que je vois bien, je comprends bien la difficulté qu'il y a à faire passer des choses à partir du jeu théâtral, etc. Mais je pense que ça pourrait être intéressant, vous les connaissez peut-être déjà, parce que c'est pas facile, mais de se rapprocher du Polo à Tours, qui est quand même un lieu un peu spécialisé, qui travaille ces questions-là, c'est-à-dire qu'eux-mêmes prennent par exemple en charge la question des inondations et passent par une troupe d'art de la rue pour pouvoir faire passer ça. Donc c'est pas, le grand écart est difficile, hein. Inondation et art de la rue, c'est pas simple, mais en même temps ils y arrivent. Donc je pense qu'il pourrait y avoir un intérêt à se rapprocher peut-être, parce que c'est une question qui nous intéresse nous aussi sur les territoires, hein. Comment faire passer, dans Créativité Territoire, comment faire passer des choses un peu complexes, pas très sexy, comme tu dis Étienne. Territoire, ça excite personne, hein. C'est pas très glamour. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour faire ce passage-là? Je sais pas, voilà, c'est pas une question, c'est une réflexion, mais je pense que ça pourrait être intéressant de confronter un peu votre approche, et vous les connaissez peut-être, mais parce qu'en fait, la directrice du Polo est à la fois architecte, urbaniste, au départ, et passionnée d'art de la rue. Pour compléter ce que vient de dire Jackie, là où je suis, donc on vient d'avoir l'idée, mais on ne sait pas où ça va nous mener. On fait tout un cycle sur l'urbanisme au sens très large du terme. Urbanisme comme cadre de vie, mode de vie. Voilà un petit peu le sous-titre qu'on a mis. Et on a imaginé qu'on voudrait pouvoir raconter la naissance d'un bâtiment, en l'occurrence une grande salle de spectacle, etc., mais la raconter sous forme d'une histoire. Et pourquoi pas avec un peu de théâtre sur certains plans. Donc vous voyez, mais j'imagine que c'est très difficile à faire. Hein. Mais voilà, on a pour finalement trouver un média différent de la conférence, quoi. Oui, mais moi j'ai fait un retour aussi pour dans la question que ce soit constructif, qu'on continue d'avancer pour affiner la proposition. Ça n'a pas été si difficile, c'est-à-dire qu'en soi, les comédiens étaient très à l'aise, on passe un très bon moment. Je pense que l'ambiance était bonne. Là, en effet, il y avait pas tellement de monde, ça, soyons honnêtes. C'était plutôt parce que nous, en tant que comédiens, on avait vraiment à cœur d'être précis par rapport à ce que nous, on avait le sentiment d'avoir compris. Et on était toujours un peu dans le flou de ça, de ne pas être sûr. Simplement parce qu'on a manqué de communiquer avant. Parce que, fort de l'expérience, on le sait désormais, ça prend un temps de co-construction vraiment plus long. Et que la parole scientifique, elle doit être dès le départ. Et que la parole théâtrale également. Et pour trouver le chemin, parce qu'il peut être narratif, mais là sur le mode de l'improvisation, c'est encore autre chose. Après, juste pour apporter une précision, parce que Pierre, tu sais, maintenant tu as mis en place répondu à l'appel à projet culture scientifique. Donc c'est aussi des choses qui peuvent rentrer, tout ce travail-là, l'intervention de chercheurs, mais aussi d'animation, de médiation un peu qui sortent un peu des sentiers battus. Mais c'est vrai qu'il faut anticiper. Il y a tout un travail de préparation en amont, aussi bien pour
l'équipe et puis pour la compagnie de théâtre. Mais aussi, après Isabelle va présenter le jeu, mais c'est un package. Mais après, on peut choisir différentes options. Mais après, il faut trouver le financement. Donc c'est toujours le nerf de la guerre. Mais en passant aussi dans le cadre des appels à projets, etc., on peut mettre en place des choses dans les territoires, mais il faut que ce soit des structures qui les portent aussi. Mais tu sais ce qu'il en est, puisque tu y participes cette année. Mais c'est vrai qu'on peut aussi passer par ce biais-là pour mettre en place des actions et puis passer par des structures relais. Hein. Ça peut être aussi sur Châtellerault et ailleurs aussi, en Charente-Maritime. Mais il y a plein de choses à imaginer. Mais c'est vrai qu'il faut anticiper et à l'avance. Voilà. Francis Ebeke, je travaille sur les personnes âgées dans le territoire de la Vienne. Et qui dit territoire de la Vienne dit aussi nos structures, nos institutions. Et vous parlez de financement et vous parlez du théâtre. J'ai peut-être une piste qui puisse aussi aider les personnes âgées dans nos institutions à travers le théâtre. Je ne sais pas si vous y avez pensé ou bien vous avez déjà peut-être réalisé des moments dans des EHPAD. Les EHPAD sont financés, ils ont de l'argent. Parfois, ils ne savent pas encore faire avec cet argent. Donc, c'est le lieu aussi d'aller faire égayer ces personnes qui pensent que les EHPAD sont des mouroirs. 1 heure de théâtre dans une maison de retraite pourrait aussi permettre à ce que votre activité puisse fleurir. Je regarde un peu les après-midi, entre 14h, 16h avant le goûter. Cette heure-là est souvent libre. Faites un petit tour, vous verrez. Ces personnes aussi ont besoin de rire et d'éclater. Moi, comme soignant, j'ai l'habitude de faire un théâtre, d'improviser. Je lance le chant, je fais des choses. C'est vrai, ça ne va pas plaire aux autres, à certains. Ah, il est rigolo, le black là. Le négro là, il fait le de temps en temps, mais j'anime quand même la galerie, j'anime ces après-midi pour permettre à nos aînés, à nos seniors de rire et de passer des moments agréables. Mais tout compte fait, c'est vraiment indicateur de pouvoir aussi explorer dans cette piste-là. Vous avez raison dans ce que vous dites. Moi, j'ai fait de l'improvisation en EHPAD. Auprès des résidents, on leur donnait des ateliers où simplement on jouait parmi eux, sans qu'ils soient convoqués dans l'idée de ceci est un spectacle. Et c'est évident sur ce que ça allume, parce que c'est vraiment ça, c'est l'émotion. Et ça marche sur la parole scientifique, ça marche sur le vécu. Et ça vient connecter tout ça. Donc ça, c'est une évidence. Vous avez raison. Il en faudrait plus du théâtre dans les EHPAD. Après, moi, toutes les expériences qu'on a tentées et qu'on a menées, elles se sont arrêtées par faute de financement, malgré tout. Alors moi, j'ai été très intéressée, donc Monique Janton pour Slow Food Saint-Onge, j'ai été très intéressée par le terrain de vie et par l'idée de cartographie. Donc, est-ce que ça veut dire que nous, par exemple, pour redynamiser l'association, c'est ce que l'on voulait faire, on voulait restructurer nos actions sur un territoire. Donc, est-ce qu'on pourrait partir d'un lieu porteur, comme actuellement, si je pense au jardin respectueux, un lieu qui est déjà porteur d'énergie, qui est déjà porteur de sens, et si en partant de là, on étudie tout ce qui se passe autour, est-ce que c'est bien ça? Si j'ai bien compris, si on veut cartographier tout ce qui se passe autour, toutes les énergies qui ont déjà plus ou moins été... alors soit elles sont nées du jardin respectueux, soit elles sont revenues, mais est-ce que ce serait cette étude-là qu'il faudrait qu'on fasse? Et est-ce que ce lieu porteur pourrait devenir un lieu d'action parfois culturelle pour redonner justement une autre expression sur ce terrain-là? Mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Mais cartographie, terrain de vie, ça me dit bien. Alors, si je remets juste ça, c'était pour montrer finalement que ce qu'on a utilisé, nous, c'était plutôt des outils, on va dire, de cartographie, pas forcément de SIG. Là. Et la cartographie, donc, c'est en effet à la fois comprendre, c'est aussi échanger. Alors, on peut utiliser la cartographie à ces différents niveaux, on n'est pas obligé d'utiliser la cartographie pour décider.
Mais il y a quelque chose là que nous, on n'a pas utilisé parce que ce n'était pas notre objectif. C'était la cartographie, par exemple, participative. On ne l'a pas utilisé parce que ce n'était pas une modalité et ce n'était pas un des objectifs auxquels on voulait répondre. On ne voulait pas, par exemple, faire en sorte que, je sais pas, à Dissé, les citoyens fassent une carte participative ou une carte sur laquelle ils allaient faire décider quelque chose, mettre en place un processus, je sais pas moi, de mise en place de transport communal, etc. Enfin, on n'était pas du tout là-dedans, on était juste dans une démarche où on essaie de faire participer les individus sur quelles sont vos mobilités. Donc en gros, c'est un recueil de pratiques, mais ce n'était pas un recueil de pratiques dont l'objectif était par la suite de prendre une décision. C'était juste qu'est-ce que vous faites, comment vous bougez, où vous allez, vers quoi, dans quel secteur vous travaillez, parce qu'on avait une conférence qui suivait là-dessus. Par contre, les cartes participatives et collectives, ça peut être quelque chose qui pourrait répondre à vos attentes. C'est-à-dire finalement, recueillir des connaissances sur un espace. C'est une première utilité, une première fonction de la carte. Que ce soit par exemple, je sais pas, au Moyen-Âge, quand on traçait les tout premiers cadastres dans la pierre, on traçait des choses juste pour délimiter des parcelles ou des champs ou un pré. On partageait un point de vue, on partageait une connaissance, mais on ne décidait pas forcément de grand-chose derrière. Donc là, en fait, la carte, c'est à la fois du recueil d'infos et de l'échange. Après, la décision, les autres fonctions, c'est encore autre chose. Voilà. Alors, juste en complément, puis après on passera la parole à Isabelle pour qu'elle termine cette matinée. Juste si j'ai bien compris, vous aviez dit restructurer l'activité dans un lieu porteur. En fait, c'est que vous avez un projet localisé sur une activité qui est... Et du coup, vous souhaiteriez des outils pour refaire vivre ça, non ? Votre commande, votre demande. Oui, c'est un terrain où il se passe beaucoup de choses. D'accord. Et je disais que la visibilité sur un territoire, elle est complexe. Hein. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas affiner, savoir tout ce qui se passe sur ce lieu porteur ? Et c'est quel lieu porteur ? C'est les Jardins Respectueux à Château-Bernard, près de Cognac. Un lieu où il se fait beaucoup de choses. Et un lieu très intéressant. Et si c'est porteur, peut-être que ça peut être un endroit riche après de projets qui peuvent naître. C'est déjà ce qui existe, mais encore plus grand, et peut-être devenir un lieu ressource. Et quel public va l'idée, il y a beaucoup d'adhérents déjà, mais il y a un public, tout public, j'allais dire, hein, tous ceux qui sont intéressés par le paysage, par l'esthétique du paysage, par la nature, par la biodiversité, par le jardin, par les partages, tout ce qui est échange-partage. Il y a déjà du conte à l'intérieur de cet espace-là, il y a déjà beaucoup de choses. Et je me disais que pour lire un territoire, pour lire les actions sur un territoire, ça serait peut-être plus simple de prendre trois lieux porteurs comme celui-ci, d'en faire une cartographie, de pouvoir en parler, de pouvoir... mais voilà, c'est juste... D'accord. Je veux juste compléter. Je participe à l'organisation du festival Printemps les Cartes à Montmorillon. Et à Montmorillon, par exemple, l'année dernière, il y a le club photo de Montmorillon, ou du Montmorillonnais. Enfin, il y a plusieurs clubs photo là-bas. Et il y a un club photo qui a fait une carte participative. Alors, ils ne voulaient pas recenser tout ce que l'on connaît sur le territoire, ça n'avait pas d'intérêt pour eux. Mais ils voulaient recenser certains lieux, peut-être préservés, certains lieux naturels. Et ils ont fait une carte à partir de ça, à partir des témoignages de leurs adhérents, à partir des connaissances aussi, par exemple, d'anciens. Et ils sont amusés à faire une carte comme ça. Voilà. Assez ciblée sur certaines connaissances et puis certains milieux. Voilà. Alors, bonjour. Donc, moi, je vais vous présenter pas forcément quelque chose qui a déjà été expérimenté. Donc, je ne fais pas un retour, mais je fais plutôt un teasing. Parce que, donc, comme le disait Étienne tout à l'heure, donc avec deux collègues qui sont des animateurs et animatrices territoriaux,
comme moi, en partie. Ça fait partie de mes activités. On est dans un collectif, dans un réseau, et en fait, à un moment donné, on s'est posé la question de... on voulait organiser une soirée autour du jeu comme un outil pour aborder en fait les dynamiques de travail, les dynamiques professionnelles et faciliter aussi l'intelligence collective. Donc tous les trois, comme on est très attachés aux dynamiques territoriales, on a eu envie, en fait, après cette soirée jeu qui a été assez riche d'enseignements et très très sympathique et très constructive aussi pour les participants, on s'est dit pourquoi pas développer carrément un jeu sur la dynamique territoriale. Et donc de là est né le projet Urban Histoire, alors qui est en projet depuis un peu plus de 2 ans, qui commence à être vraiment finalisé, abouti. En fait, on en est à notre 3e prototype du jeu, qu'on a testé à différentes occasions, notamment ici, lors de précédentes journées créativité et territoire, et depuis aussi dans d'autres cadres, notamment des territoriales, Grand Poitiers. Et puis voilà. Donc on a fait plusieurs tests. Donc moi, l'idée, c'est que j'ai envie de vous parler un peu du jeu Urban Histoire. L'objectif qu'on a aujourd'hui, qu'on a affiné, en fait, c'est de faire jouer des acteurs du territoire, donc citoyens, élus, habitants, associations, partenaires, enfin voilà, un public assez mixte, et de leur faire vivre en fait à travers une séance de jeu les dynamiques de comment on mène des projets en commun sur un territoire, donc qui peut être une ville, mais en fait ça peut être une commune. Enfin voilà, on est sur le territoire de vie assez proche de nous. Donc en fait, en gros, on a notre plateau de jeu. Alors qui n'a plus tout à fait cette tête-là aujourd'hui, mais j'ai pas encore eu le temps de le remettre en mode joli pour aujourd'hui. Et donc avec l'hôtel de ville ou la mairie, on a des espaces de rencontre, le square, les espaces verts, etc. On a les espaces commerciaux, on a la bibliothèque, on a les écoles. Voilà, donc il y a plusieurs lieux centralisés. Et donc, alors je sais pas si c'est un acte manqué, mais j'ai oublié, parce qu'en fait, comme je vous le disais, c'est un prototype. Donc on a des petites boîtes avec des cartes et j'ai oublié les acteurs, donc je les ai un peu... ils sont blancs. Mais donc il y a des acteurs qui se déplacent sur ce plateau. Et du coup, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, donc j'étais sur les objectifs. Donc l'objectif, c'est de faire vivre aux joueurs, en fait, c'est quoi monter en commun des projets pour une ville. Donc l'idée, c'est que là, on a une page blanche qui est le plateau, et à la fin de la partie, on a des choses qui se sont créées en fait sur le plateau. Donc on va demander aux joueurs de mener en commun des projets, des missions collectives. Donc ils doivent s'associer et travailler à construire des missions collectives. Donc ça peut être de l'ordre du l'événementiel qu'on organise sur le territoire pour faire vivre un événement culturel, ou rapprocher les jeunes, ou ce genre de choses. Ça peut être construire une maison de quartier, créer une asso, créer une entreprise, etc. Et en parallèle de ça, chaque joueur revêt une identité, donc d'un personnage qu'il va incarner durant toute la partie. Donc dans les profils, on propose en fait des profils que j'ai gardé dans ma pochette, qui doivent être là. Du coup, je fais en même temps, voilà. C'est un peu en mode interactif. Il me semblait bien que j'avais oublié une partie des choses. Voilà, donc en gros, chaque joueur a une petite fiche profil où on lui dit, bah voilà, donc là c'est le jeune, je suis jeune. Donc en gros, j'ai des compétences et j'ai une mission individuelle à réaliser. Parce qu'en fait, en parallèle des missions collectives, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, bah, ce qu'on veut faire vivre aux participants, c'est que oui, il faut être à plusieurs pour construire des projets sur le territoire, et en même temps, on a tous des aspirations individuelles. Un projet peut-être de vie, un projet pour son territoire, etc. Et donc c'était de matérialiser aussi ça. Et donc chaque joueur en fait a sa mission individuelle à réaliser et cumule des points au final s'il réalise bien sa mission. Et donc à la fois le but du jeu, c'est de gagner collectivement en réalisant le nombre de missions collectives imparties dans le temps donné. Et en même temps, on a quand même gardé la problématique individuelle de moi j'ai envie de gagner plus que les autres. Voilà. Et ce qui en fait, pour nous, en fait, permet derrière d'avoir un objet de retour, d'apprentissage derrière avec les participants,
et justement de créer l'échange, donc dans un temps de débriefing collectif qu'on anime, donc donc j'ai pas parlé de mes collègues, mais Virginie Offroy et Alexis Durand-Janson qui sont mes 2 co-créateurs. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on anime ce temps après de discussion et d'échange et d'apprentissage collectif sur finalement quelles sont les dynamiques collectives, quelles sont les dynamiques individuelles, comment ça se fait aussi l'organisation de l'équipe pour réussir à conduire les projets ensemble, etc. Donc voilà, donc il y a une grille de points et ça permet aussi de stimuler un petit peu cette dynamique individuelle avec ce personnage-là. Quoi dire d'autre? Et donc il y a aussi l'aspect... donc en fait on a des cartes à jouer, chaque acteur a des compétences propres de départ, enfin chaque joueur, chaque personnage. Et l'idée, c'est aussi qu'il va aller piocher, en fait, pouvoir récupérer des compétences supplémentaires durant toute la partie. Donc ça fait partie des choses qui va valoriser après, qui va lui permettre de gagner des points à la fin, parce que c'est notre grille ici, là, c'est une grille d'épanouissement personnel. On a voulu l'intituler comme ça. Et qui, en fait, plus on est compétent, plus on a de ressources, plus on a conduit de missions aussi, voilà, et plus on gagne des points. Et puis on a aussi instauré d'autres cartes qui sont les cartes ressources, qui permettent en fait de réaliser les projets. Donc là, ça va être tout ce qui est la sphère financement, justement le matériau qu'il faut réunir pour faire un projet. Par exemple, si ce sont des événementiels, on a des cartes très concrètes. Là, c'est ça bricole, la boîte à outils, les petits matériels dont vous avez besoin pour voilà. On a aussi la ressource temps qu'on oublie parfois et qui est liée aussi aux mobilités, comment on se déplace sur le territoire. Voilà, plein de choses. Et donc, dans les derniers points que je voulais... Donc, les acteurs que j'ai oubliés, en fait, c'est les acteurs du réseau. Donc, c'est ceux qui sont présents sur le plateau au début, donc en plus des personnages joueurs. Et qu'en fait, on va aller chercher. Parce que quand on est plusieurs sur un territoire, quand on veut conduire un projet, on a besoin d'associer des personnes qui n'ont pas les mêmes compétences que moi, qui ont des compétences autres, qui ont d'autres facultés, etc., qui ont peut-être des ressources que moi je n'ai pas, des financements, des choses comme ça. Et donc l'idée, voilà, ça va être d'aller chercher des acteurs, et plus j'ai d'acteurs dans mon réseau, et plus aussi je gagne des points derrière, et plus je peux participer à des missions, parce que je cumule des compétences. Voilà, en fait, en gros, on essaye de recréer un peu les conditions de la réalité dans un jeu. Et l'idée, c'est, avec ce support-là, de pouvoir parler, c'est quoi un projet, c'est quoi un projet collectif, c'est quoi un projet de territoire, de ville, et comment se fait en fait la dynamique des acteurs. Peut-être Isabelle, dire que dans la façon dont vous voyez le truc, dans la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il y a le jeu, il y a des animatrices qui observent, enfin il y a un accompagnement, c'est-à-dire que c'est pas juste faire jouer les gens, c'est vraiment un jeu accompagné où il y a une partie analyse aussi de la pratique, du jeu, observation, enfin, si tu peux en dire. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, là, les séances comme on les imagine, en fait, c'est de faire jouer les participants sur 1 heure de jeu. Donc avec une introduction des règles, etc. Peut-être un peu de régulation sur les tables parce que tout le monde n'est pas joueur habitué. Voilà, on essaye d'arriver à un prototype qui soit le plus jouable possible et qui soit le plus simple à s'approprier. Mais voilà. Donc l'idée, c'est de les faire jouer, nous d'être en observation, en régulation, et après d'avoir un temps d'une demi-heure, 1 heure à voir à caler en fonction de ce qu'on voudra y faire. On n'a pas encore été jusque-là dans le prototypage. Mais voilà, pour discuter, échanger et donc structurer ce temps d'échange-là avec aussi nos compétences d'animatrice en fait, de l'intelligence collective et faire ressortir les apprentissages en fait, du collectif, quoi. Et on imagine déjà des pistes autour de les questionner sur qu'est-ce qui fait équipe, qu'est-ce qui fait groupe, qu'est-ce qui fait qu'on s'entend et qu'on prend des décisions, parce qu'en fait dans le jeu, il y a toute une part aussi de... on échange pour mener les missions ensemble, on décide de quelle mission on va mener pour réussir le challenge qui nous est demandé de réussir tant de missions dans le jeu. Donc ça nécessite aussi de se mettre d'accord, ça nécessite d'arbitrer qui participe à telle mission, qui participe pas et tout ça. Donc tout ça, c'est des supports, nous, après, de ce qui s'est passé dans le jeu pour échanger avec les participants après et dire concrètement, vous faites quel lien avec la réalité, quels apprentissages vous pouvez en tirer et pour peut-être à l'avenir conduire différemment les projets aussi. Enfin, voilà, c'est aussi d'interpeller ça chez les participants. Ça va, Étienne, comme complément ? C'est parfait. Non, puis peut-être que tu peux dire, sur la cible du jeu, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, donc c'est n'importe qui, mais voilà. Tout le monde.
Pas Mais, n'importe qui. mais ça peut être, c'est-à-dire, admettons, si on reprend l'exemple d'Odyssée où il y avait une trentaine de personnes, bon, bah, sur 30 personnes, on peut faire, c'est par 8 maximum, on avait. Oui, on a dit entre 7 joueurs maxi, je pense, c'est pas mal. Donc c'est faire plusieurs plateaux de jeu, aussi former des gens à la compréhension des règles pour accompagner des groupes de jeu sans participer. Et puis, ces vocations, si ça peut être utilisé dans des formations. Enfin, voilà, tout. Oui, après, on a en tête plein de choses. C'est-à-dire que dans un premier temps, effectivement, ça peut se faire sur des territoires, à la demande de territoires qui souhaitent faire un travail là-dessus. Donc, avec des publics, effectivement, on peut faire 4 tables de jeu. Enfin, l'idée, c'est que voilà, notre jeu, on puisse le développer, etc. Voire l'adapter aussi au contexte, en fonction de la demande du territoire qui nous accueille. Et après, nous, on l'envisage aussi, effectivement, par rapport, peut-être faire travailler des étudiants là-dessus, faire des formations plus à destination de professionnels aussi, parce qu'on parle pas mal de conduite de projet, en fait, dans ce jeu-là. De collectivité, après en intra aussi, ouais, tout à fait. Mais moi, on imaginerait bien, sur les temps un peu ouverts, grand public, que des élus participent aux mêmes tables que les habitants, que peut-être des territoriaux techniciens. Enfin voilà, ce serait un peu notre souhait que ces tables soient mixées et qu'on partage aussi les regards, effectivement, entre le monde politique, le monde technicien territorial et le monde citoyen, en fait. Je voulais juste réagir parce qu'en fait, Pierre a réagi quand tu as dit des missions individuelles. Ouais. En fait, ça a été un choix dès le début, d'avoir des missions individuelles et collectives. Justement, c'est le fait de leur travail d'observation, de voir qui prend le dessus aussi, de se dire « Ah ben moi, je suis plus individualiste ou je privilégie le collectif ». C'est aussi pour montrer sur un territoire la difficulté aussi de mener des projets. Et donc, c'est aussi un choix. Voilà, c'est pour ça. J'espère que si on se montre pendant le jeu plus ouvert, acceptant l'idée de l'autre, coopérant avec ça, on gagne plus de points que si on gagne tout seul. Alors, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on ne peut améliorer qu'en jouant. Parce qu'en fait, nous, on a établi une grille de points, mais en fait, tant qu'on n'a pas joué avec plein de joueurs, on ne se rend pas compte de qui gagne en fonction des points. Donc ça fait partie des améliorations qu'on fait au fur et à mesure des tests. Comme on travaille sur un jeu aussi avec Savaran, est-ce qu'on peut imaginer que le support soit autrement que papier-carton ? Est-ce qu'il peut être informatisable, votre jeu ? Alors oui, ça c'est la sphère d'Alexis, un de mes collègues avec qui on travaille sur le jeu, qui lui, tout de suite quand on a parlé de ce projet-là, a dit mais ce serait super si c'était un truc qu'on pouvait implémenter aussi en termes numériques et voir le faire évoluer en fait dans n'importe quel contexte. Donc ça fait partie des potentiels de développement, ouais. Oui, sur ce sujet coopération, individualisme, il y a un chemin à prendre, quoi, parce que soit on arrive avec l'objectif de dire voilà quelle est la réalité aujourd'hui des dynamiques territoriales, des jeux d'acteurs, etc. Et c'est important que les citoyens ils comprennent qu'en partant d'un point A, on ne va pas facilement forcément atteindre le point B parce qu'il y a un tas de jeux d'acteurs qui introduisent le bazar. Et donc le fait qu'il y ait une prise de conscience de nos concitoyens sur le fait que ce ne soit pas si simple, c'est quand même hyper important, notamment par rapport aux enjeux démocratiques et à la représentation qu'on se fait des élus. Et après, il y a le monde tel qu'on voudrait qu'il soit, et c'est sûr que là, il vaut mieux récompenser la coopération. Mais moi, je pense que le travail premier à faire, c'est que nos concitoyens prennent conscience que dans un système d'acteurs territorial, quand on veut atteindre un but, ça peut foirer parce qu'il y a des gens qui ont un intérêt individuel qui a été défendu avant tout. Et malheureusement, le monde, il est comme ça aujourd'hui. Oui. Et ce qui est intéressant, alors juste pour revenir sur ça, ce qu'on a essayé de créer dans le jeu, après, voilà, il est encore perfectible. Je vous dis, on est sur un prototype. Donc, on attend qu'une chose, c'est de le tester à un peu plus grande échelle et du coup de voir ce que ça donne et de l'améliorer au fur et à mesure. Et puis peut-être de faire évoluer le message aussi au fur et à mesure des années. Je sais pas. Et en fait, dans la mission individuelle que chaque joueur a, donc on a, je sais plus, dans les profils qu'on a créés, on a créé un entrepreneur, on a créé un parent d'élève, on a créé un bénévole d'association, on a créé un élu, on a un jeune, on a un senior. Et en fait, alors on est un peu dans les caricatures dans nos missions, parce que voilà, c'est aussi pour tirer un peu le trait, puis ça reste un jeu. Par exemple, pour le jeune, du coup, on lui demande de se rendre au complexe sportif au moins une fois dans la partie. Donc ça veut dire que ça lui crée une contrainte. Et en même temps, s'il l'a fait, du coup, il gagne une partie de sa mission. On lui demande de participer à un projet dans lequel un acteur qu'on a appelé geek est impliqué.
parce que du coup, il est très versé dans le numérique, le jeune. C'est un peu des caricatures. Hein. Et puis en niveau 3, on lui demande de favoriser un projet, d'initier un projet qui favorise l'implication des jeunes. Et donc ça va être aux joueurs en fait de dire bah tiens, on a réalisé ce projet-là, pour moi oui j'ai réalisé ma mission parce que concrètement on peut y mettre des jeunes, enfin voilà, ça va créer des discussions aussi, enfin pour vous en dire un peu plus. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça ah oui, donc après c'est à chaque joueur de décider finalement s'il va réaliser sa mission individuelle, donc s'il va mettre ça en priorité, ou s'il va préférer jouer collectif, quoi. Et peut-être qu'en fonction des personnes, y en a qui vont choisir de réaliser à fond leur mission individuelle, et d'autres moins. Ils vont plus aller vers le collectif. Et donc c'est ça qu'on ne mesure pas. Quand je disais aujourd'hui on ne mesure pas trop, parce qu'on n'a pas encore suffisamment expérimenté pour voir à quel moment on gagne plus de points, mais je pense que dans les évolutions possibles, ça peut être de dire on met le paquet sur le collectif, au fur et à mesure on fait évoluer le jeu aussi dans ce sens-là. Et en même temps, je trouve ça intéressant d'avoir le retour après des participants en disant qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Vous avez favorisé votre mission individuelle ou collective ? Et ça, alors après, ça éclaire chacun sur comment est-ce qu'on porte dans le groupe, mais ça peut aussi avoir des apprentissages collectifs, et de voir un peu aussi ce qui peut freiner la dynamique collective ou orientée, parce que quand on a on sait bien dans la réalité, on a des acteurs qui vont faire des pressions, qui vont orienter la décision, qu'elle soit politique ou collective, négocier, ou même avoir des groupes de pression. Quand on est plus représenté dans la société, on pèse plus et du coup, c'est un peu ça qu'on a voulu mettre en scène. Est-ce que c'est possible de jouer, par exemple, pour un scénario dans l'avenir? Par exemple, dans 4 années, et toutes les personnes jouaient comme c'est l'avenir. Faire comme si on se projetait dans 4 ans, c'est ça ? Comment ? Oui. Comme si on se projette dans 4 ans. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé dans 4 ans ? Oui. Ou 10 ans. Oui, pourquoi pas. Ça peut être très intéressant. Oui. Après, alors on a pris quand même des partis pris dans notre façon de créer le jeu, c'est-à-dire que les missions qu'on leur propose de réaliser, elles sont très orientées développement durable. C'était quelque chose qu'on avait tous en commun dans les créateurs. Donc, dans nos missions collectives, on a implanté un agriculteur bio local, on a créé des habitats partagés, on a, je ne sais plus trop, qu'est-ce qu'on a d'autre comme... créer des habitats intergénérationnels. C'est orienté. Toujours le future planning. Tu sais, je suis américaine, j'ai travaillé pour un consultante qui était une futuriste. Et il avait animé les groupes qui ont parlé d'essayer de déterminer qu'est-ce qui va passer dans l'avenir. Et il fait que il parle. Mais de faire quelque chose comme ça, ça ouvre l'imagination. Et je pense d'avoir une version comme ça pour que les gens puissent imaginer l'avenir avec les personnages et les objectifs. Et dans un jeu comme ça, ça peut être très intéressant. Alors oui, tout à fait. C'est pas l'objectif qu'on avait au départ, mais... On l'avait un peu orienté, mais sans le faire exprès. C'est pas forcément notre premier objectif. Mais c'est une fiction, de toute façon. Un jeu, c'est une fiction. Donc, par essence, il est intemporel. C'est-à-dire que quand on joue, il n'y a rien de connecté à une réalité objective. C'est-à-dire que si on joue sur un territoire, on ne va pas rejouer l'histoire du territoire. On joue Donc, on peut très bien jouer un truc avec en faisant des cartes sur des vaisseaux spatiaux. Non, mais on peut. Voilà, ce que je veux dire, c'est que le jeu, par essence, ce qui compte, c'est plus les jeux d'acteurs que l'objet de ce qu'on teste. Oui, mais je pense quand même on peut avoir l'imagination pour créer quelque chose dans l'avenir. Ça peut ouvrir l'imagination pour les conversations qui suivent. Clairement, à terme, si on arrive à développer le jeu et qu'on est capable de l'adapter à toute situation, on pourrait très bien imaginer qu'on a une commande d'un élu ou d'une commune qui nous dise nous, on a besoin d'imaginer notre territoire dans 30 ans. Ou dans 25 ans. Et en fait, on aimerait bien que les missions collectives elles soient élaborées en commun et qu'en fait, on ne les impose pas, parce que là, on les impose au départ. Mais peut-être que ce soit un travail préalable de dire, on imagine des missions collectives ensemble à mener et après, on se met en scène, on joue. Et du coup, on est déjà dans le... Je fais le pas d'eux. Mais ouais, carrément. Je prends. Tu notes ? Parce que au niveau de la créativité, on veut... sortir les idées qui sont hors de normal. Et si on prend les idées comme ça ou non, ça, c'est pas le point. Le point est d'essayer de sortir les idées qui sont hors de normal. Et ça, c'est quelque chose comme ça, ça ouvre l'imagination.
Oui, tout à fait. Mais c'est intéressant. Comme piste de développement, carrément. Bien. Oui. C'est terminé. Juste dire, voilà, donc c'est une aventure qui débute, qui est déjà en route depuis un moment et qui a, franchement, qui a suscité l'intérêt, je pense, à la fois de l'Espace Mendès France et de l'Université de Poitiers, etc. Et on est en recherche actuellement de concrétisation, de moyens pour aller au-delà de juste des tests, des prototypes, pour déployer. Donc on sait que l'Espace Mendès France va nous accompagner, mais on a aussi besoin d'autres types de soutien, voilà, à la fois des experts un peu du jeu, on est en train de chercher en ce moment, et aussi des financements. Donc voilà. L'appel est lancé. Ouais, merci. Merci Isabelle. Merci à vous, merci à l'équipe territoriale, c'est comme ça qu'on peut vous appeler. Voilà, on peut. Bien, ça y est, on va aller déjeuner maintenant, hein, Céline. Et quand même un petit rappel, le vendredi 8 novembre, dans le cadre d'un cycle beaucoup plus large qu'organise Mendès France autour du numérique, nous avons une table ronde sur le thème entreprise, entrepreneuriat et digitalisation. Le vendredi 8. Ensuite, le 18 novembre, une visite créative CDA Développement sur le thème collectif et communauté de toutes sortes, comment faire lien ensemble. Et puisque l'entreprise est ouverte pour aussi accueillir des débats intellectuels. Et le vendredi 9 novembre, le thème, c'est santé, créativité, territoire. Et puis, il y aura aussi des territoriales au Moulin de Retournai, le 17 décembre. Donc, avec l'Université citoyenne de Thouars, dont nous avons le digne représentant, la personne de Pierre. Voilà. Et puis, pour 2020, les dates, retenez-les déjà, je pense. Ce sera les 9e. C'est les 14, 15 et 16 octobre. Voilà. Pour un an d'avance. Voilà. Absolument. Donc, merci à toutes et à tous. Et puis, à l'année prochaine. Mais on se reverra d'ici là, puisqu'il y aura quand même pas mal de rencontres entre-temps. Voilà. Merci.